Que se passe-t-il entre Israël et le Liban? Hier soir, la chaîne israélienne 12 a rapporté que 4 soldats israéliens avaient été tués. Selon eux, l'Iran serait derrière cette attaque parce qu'il chercherait à pousser Israël à frapper Beyrouth. Ensuite, il y a eu plus d'une centaine d'attaques dans le sud du Liban, dans la région de Nabatiyeh. L'intensité était très forte. La plupart de ces frappes ont eu lieu autour de Nabatiyeh et dans les zones voisines. Et juste avant qu'on prenne l'antenne, l'Iran a annoncé que le détroit d'Ormuz était fermé. Ils ont aussi déclaré qu'un nouveau cessez-le-feu venait d'être conclu. Franchement, je ne sais plus trop ce que ça veut dire. Ils ont annoncé qu'un cessez-le-feu allait entrer en vigueur dans 2 minutes, puis dans 5 minutes, entre Israël et le Liban. Quelle est votre lecture de la situation? Qu'est-ce que vous en pensez? Um, uh, well, first of all, Eh bien, tout d'abord, de mon point de vue, on appelle ça un mémorandum d'entente. Mais d'après mon expérience avec ce genre de choses, on devrait plutôt parler d'un cadre de désescalade. Parce qu'en réalité, ce n'est pas un accord sur quoi que ce soit de concret, ni un accord qui prévoit des sanctions s'il n'est pas respecté. C'est un cadre, tout simplement. Et c'est ce cadre qui a été mis en place. Et le guide suprême a déclaré, je crois que c'était hier ou hier soir, une chose très importante. Il a dit que même si on avait donné, si vous voulez, le feu vert pour avancer, en réalité, lui n'y adhérait pas totalement. Il avait quelques réserves à ce sujet. Mais, compte tenu de la position du Conseil de sécurité et du président Ebrahim Raïssi, il a été décidé d'aller de l'avant. Je pense que sa déclaration était importante, pour 2 raisons. D'abord, c'était un message adressé à l'équipe de négociation pour lui dire « Vous avez reçu l'autorisation, mais à condition de respecter les accords et de ne pas accorder de nouvelles concessions aux États-Unis pendant cette période. » Et puis, je crois que c'était aussi un message plus large, destiné au public iranien, pour dire « Regardez, nous savons qu'il y a des réserves. » We know that there are reservations. There is skepticism in Iran that Il y a, en Iran, un certain scepticisme. Beaucoup pensent que le pays est en train de retomber dans une sorte de piège, un carcan du type JCPOA, une situation qui finirait par enfermer l'Iran, comme l'accord sur le nucléaire l'avait fait, avec son ensemble de sanctions, de tarifs, de résolutions et le contrôle de l'AIEA. Et je crois que c'était justement ça, le message. Un message rassurant venant du guide suprême pour dire non, nous n'allons pas refaire ça. Ensuite, il y a 2 autres points qu'il a évoqués. Pas forcément dans cette déclaration précise, mais il a toujours été clair sur le fait que pour lui, l'atout le plus important de l'Iran, c'est le contrôle du détroit d'Ormuz. Ça, c'est absolument évident. Et le deuxième point, c'est le Liban. The second thing is Lebanon. And Iran has clearly stated now. Et l'Iran a clairement déclaré que le Liban n'est plus seulement un allié de la résistance, mais qu'il fait partie intégrante des besoins de sécurité de l'Iran, qu'il est en quelque sorte un élément stratégique de sa posture sécuritaire. Ces 2 points sont vraiment essentiels. Maintenant, si on regarde ce qui se passe aujourd'hui, la réaction en Israël face à ce cadre a été complètement hyperbolique, dans son rejet et son hostilité. Des mots très forts, vraiment. Vous savez, venant des habitués, comme Ben Gvir. Il a déclaré, après la mort de ses 4 militaires, dont l'un était lieutenant-colonel d'ailleurs, et commandant de la 23e brigade, qu'après cet événement, le Liban devait brûler. Il faut que ça brûle, comme punition pour ça. Alors, toutes les déclarations n'ont pas été aussi extrêmes que celles de Ben Gvir, mais beaucoup l'ont été, la plupart même. Et pas seulement à droite, mais un peu partout sur l'échiquier politique. Beaucoup ont dit, en gros, il faut venger la mort de ces 4 soldats au Liban. Que s'est-il passé exactement? Les soldats, je crois, essayaient de prendre cette crête, juste à côté du château de Beaufort, l'ancien château des Croisés au Liban.
C'est une position stratégique et je ne suis pas sûr de comprendre s'ils cherchaient à avancer davantage parce que la crête s'étend encore plus loin. Je veux dire, ce n'est pas seulement à Beaufort, c'en est la partie la plus importante, mais ça s'étend plus loin. Est-ce qu'ils cherchaient à établir, si vous voulez, une sorte de demi-cercle de confinement pour le Hezbollah dans la région? Ou bien, comme d'autres le suggèrent, est-ce que sous cette crête, près du château de Beaufort, il y aurait un réseau de tunnels profondément enfouis qui abriterait sans doute les troupes du Hezbollah et probablement ses missiles à plus longue portée? En d'autres termes, est-ce qu'il y a une ville de missiles enterrée sous ou près du château de Beaufort qu'ils essayent d'atteindre avant de se retirer du Liban, s'ils sont forcés de s'en retirer? Tout cela a donc déclenché une réaction massive. Et je crois que je vous l'ai déjà dit, le changement de doctrine de sécurité en Israël vers une sécurité permanente, en s'éloignant de la doctrine de Ben Gurion, a créé une situation où pour les Israéliens, il faut à la fois une sécurité préventive et une sécurité immédiate. Autrement dit, ils veulent empêcher qu'une menace apparaisse à l'avenir, une menace qui pourrait devenir, parce qu'après le 7 octobre, ils ont qualifié cet événement d'Holocauste. Ce n'en était pas un, mais c'est ainsi qu'ils l'ont appelé. Et si on y pense sur le plan psychologique, émotionnel, d'une certaine manière, Israël a vécu un holocauste le 7 octobre, à partir de cette date. Et c'est pour cela qu'ils disent aujourd'hui qu'il faut agir à la racine pour que cela ne se reproduise plus. Donc, l'effet global de tout ça, c'est surtout psychologique, plus que rationnel. Sur le plan psychique, c'est une question de prévention. Il n'est pas question pour eux de laisser le Hezbollah s'installer dans une zone d'où il pourrait menacer les habitants du Nord, ces colons installés dans leur ville depuis la frontière libanaise jusqu'à la Galilée. Et c'est justement là que le Hezbollah, en réaction aux incursions militaires israéliennes au Liban, tire ses missiles. Leurs nouveaux drones, contrôlés par fibre optique, se sont révélés très efficaces. Les Israéliens n'ont pas vraiment de réponse à ça. En ce moment, ils achètent même des filets de pêche pour les suspendre ici ou là. Mais franchement, je ne pense pas que ce soit la solution. Ils sont donc très inquiets, mais ils ne savent pas quoi faire. Et à mon avis, cela va presque certainement provoquer une réaction d'Israël. C'était prévisible, parce que, comme je disais, il n'a jamais été question qu'ils acceptent simplement que le Hezbollah reste là, tranquillement. Ils ont été surpris par la puissance du Hezbollah. Ils pensaient l'avoir affaibli, qu'il n'était plus que l'ombre de lui-même. Et ils ont été vraiment choqués par ses capacités, par son efficacité militaire. C'est ce qui a nourri cette idée qu'ils doivent agir. Et pendant ces discussions, évidemment, Israël faisait pression sur les États-Unis pour qu'ils reconnaissent son droit à la légitime défense, et donc la possibilité de tirer sur le Liban et tout ce qui va avec. Mais le document cadre dit très clairement qu'il s'agit de souveraineté, de la question de la souveraineté. Et ce qui était assez frappant, c'est qu'il considère l'Iran comme un État souverain, un État avec lequel les États-Unis dialoguent. Autrement dit, ils engagent une discussion avec un État souverain sur certains différends. C'est une approche très différente de ce qu'on avait vu jusqu'ici, et c'est vraiment important. C'est en fait le Rubicon que Trump a franchi en donnant la priorité, si l'on peut dire, aux relations avec l'Iran plutôt qu'aux revendications sécuritaires d'Israël, qui estimait devoir poursuivre la guerre au Liban. Le fait de privilégier, si l'on veut, cet accord-cadre par rapport aux intérêts qu'Israël revendiquait au Liban a été un choc, un énorme choc pour Israël. Les Israéliens ne s'en sont pas remis. Ils voient ça comme une énorme défaite, parce que, pour le dire simplement, leur objectif, qu'ils affirment ne jamais avoir abandonné,
a toujours été de détruire l'Iran et de détruire l'État. Mais ils savent qu'ils ne peuvent pas le faire sans l'appui total des États-Unis, sans leur soutien complet. Ce n'est tout simplement pas possible. Ils ne peuvent même pas ravitailler leurs avions pour lancer des frappes aériennes sur l'Iran sans l'aide américaine. Ils comprennent donc que leur grande stratégie, celle de voler, comme ils disent, elle contre elle, avec les États-Unis pour attaquer l'Iran et détruire ses bases de missiles, et tout le reste, a échoué. To attack Iran and to destroy its missile bases and so on. They appreciate that's failed. It's failed completely. Ils reconnaissent que ça a échoué. C'est un échec total. Et en plus, ils n'ont pas de stratégie pour le Liban. Quelle est leur stratégie? Une zone tampon. Ils détruisent les maisons et disent très fièrement que quand les habitants reviendront, ils ne trouveront plus rien. Plus rien du tout. Tout aura été détruit. Il y avait une sorte de ton sadique dans tout ça. Et une partie de ça est vraie. Tout a été complètement rasé. Et c'est pas une solution. Même les militaires le disent. Les zones tampons pouvaient avoir un sens il y a 20 ans. Mais aujourd'hui, avec des drones qui ont une portée de 22 km, ça n'a plus aucun sens. You know, they don't have a range of 22 kilometers. They're not Katyushas of 2006. They're quite. Ce ne sont pas les Katyusha de 2006. C'est tout autre chose. Une zone tampon, en réalité, expose vos troupes à un harcèlement constant, à des tactiques de guérilla et à des pertes humaines. Et c'est exactement ce qui se passe. Israël se retrouve donc face à un énorme dilemme. D'un côté, ils comprennent, d'après ce que j'ai lu, et je lisais aujourd'hui les traductions de la presse hébraïque, ils comprennent que le Moyen-Orient ne sera plus jamais le même après la signature de ce document. Ils savent que la grande victoire que Netanyahou présentait comme acquise est terminée. C'est fini. Ils voient que la position politique de Netanyahou s'effondre et ils constatent qu'ils n'ont aucune solution face au Hezbollah. They've got no solution to Hezbollah. And they have been very struck. Et ils ont aussi été très frappés par le langage de Trump, surtout lors de la conférence de presse qui a suivi le sommet du G7. Trump disait très clairement, « Regardez, il n'y a pas besoin de faire ça. Pourquoi vous agissez ainsi? Vous entrez au Liban, et parce que vous poursuivez une seule personne, vous détruisez des immeubles entiers où des gens vivent. Et comment voulez-vous qu'ils vivent comme ça, dans ces conditions? » Il se plaignait que leur manière d'agir était trop brutale. Et puis il a fait une déclaration incroyable qui se voulait une sorte de reproche. Il a dit, vous savez, vous tuez trop. Oui, il a vraiment dit ça. Vous tuez trop. Et ensuite il a ajouté, peut-être qu'on devrait confier ça à Jolani, à Shara, en Syrie. En gros, il disait en substance, écoutez, même un ancien membre de Daesh gérerait la situation mieux que vous, les Israéliens, parce qu'ils sauraient le faire d'une manière plus sophistiquée. Je veux dire, c'était incroyable de dire ça. Vous savez, même un ancien membre de Daesh serait, selon lui, un meilleur pari pour Trump que ce qu'il voit de Netanyahou. Franchement, on n'a jamais entendu un responsable politique américain, encore moins un président, parler de cette façon. Et il n'a pas dit que ça. Il a aussi déclaré, eh bien, qu'il fallait arrêter ces attaques contre le Liban. Et il a fait d'autres remarques sur Netanyahou, au-delà du fait de le traiter de fou ou peu importe. Mais ce qui est intéressant dans la presse israélienne, ce sont deux observations qui ressortent de tout ça. D'abord, si vous prenez par exemple Chit Brinovich, on a ce qu'il écrit, et vous le trouverez bientôt sur notre Substack, avec tous les détails pour que vous puissiez les lire vous-même. Mais ce qu'il dit, c'est que c'est très clair à travers certaines déclarations étranges de Trump. Par exemple, quand il dit qu'il faudrait que l'Iran rejoigne les accords d'Abraham, ou encore qu'il veut que Shara prenne en main la gestion du Liban à la place d'Israël. Tout ça, il dit, n'a pas vraiment de sens. Mais ça montre quand même qu'il se passe quelque chose dans l'esprit de Trump. Qu'il cherche à se donner une marge de manœuvre suffisante pour pouvoir établir une relation, créer un lien avec l'Iran,
sans que cela nuise à la sécurité d'Israël. C'est ce qu'il affirme. Et les Israéliens l'ont bien compris. Ils disent que c'est un point très important. Trump considère désormais l'Iran comme un élément clé de la sécurité au Moyen-Orient, comme un acteur essentiel de la stabilité, et qu'il veut avancer dans cette direction. Alors, évidemment, tout le monde se demande, est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est faisable? Le temps nous le dira. Qui sait? Franchement, tous les signes vont plutôt dans le sens contraire, probablement. On le sait tous, il y a de fortes chances que ce cadre ne tienne même pas au-delà d'aujourd'hui. Mais apparemment, c'est ce que les Israéliens ont relevé. Et c'est assez intéressant, et même significatif. Et puis, il y a une deuxième chose qu'ils ont remarquée, assez largement d'ailleurs. N'oubliez pas, tout ça vient de la presse hébraïque, pas de la presse anglophone. Dans la presse hébraïque, on souligne que Trump semble se diriger vers l'idée d'imposer un coût à Israël s'ils poursuivent leurs actions. On ne dit pas lequel, et eux-mêmes disent qu'ils ne savent pas. Mais tout porte à croire que Trump est sérieux. Il veut protéger ce cadre. Il veut essayer de le faire fonctionner, et pour des raisons assez évidentes. Parce que comme il l'a dit au G7, il a dit, vous savez, on était au bord de l'effondrement économique. Les réserves étaient épuisées. Et j'ai vu aujourd'hui quelqu'un donner le chiffre pour Cushing. La grande réserve stratégique, il n'y a plus que 20 millions de barils de pétrole dedans. Eh bien, c'est de la boue, ça. Vous savez, c'est comme quand on arrive au fond de sa cuve à fuel. C'est du truc inutilisable. En fait, on ne peut pas vraiment s'en servir. Même s'il le pompe, il faut le traiter avant de l'utiliser. Parce que tout est séparé. Il y a des sédiments et d'autres choses qui se forment dedans. Je ne suis pas un expert en chimie du pétrole, mais on m'a dit que c'était comme ça. Donc, c'était peut-être pas une question de semaines, comme il l'a dit dans sa déclaration, mais probablement une question de jours. Je veux dire, la crise était là, et il en a besoin. Oui, il en a vraiment besoin. Il a besoin, si vous voulez, que le Hamas reste ouvert, dans la même mesure où Netanyahou a besoin que la guerre au Liban continue pour rester au pouvoir. Les deux ont des besoins opposés pour survivre politiquement. Netanyahou doit montrer qu'il est dur, qu'il n'est pas, si vous voulez, un président honorifique qui doit simplement suivre la parole du président Trump. Il dit des choses comme « Nous ne sommes pas comme ça. Nous ne sommes pas un pays subordonné. Nous sommes une nation souveraine et nous prendrons nos propres décisions. Nous ne sommes pas liés par son cadre. » Donc, il y a vraiment une énorme, disons, agitation en Israël à ce sujet. Mais c'est intéressant de voir, vous savez, la juxtaposition de cette large reconnaissance.